Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici les titres. Lutte contre la corruption au Togo. Les acteurs de la justice sensibilisés sur leurs responsabilités dans la lutte de ce fléau à découvrir dans ce journal. Hors du Togo, au Sénégal, un nouveau gouvernement a été mis en place. Un remaniement symbolisant une volonté de renouvellement dans les secteurs clés de l'État. Les points assurent dans ce journal. Bienvenue à tous. Au Togo, les professionnels du secteur judiciaire se sont réunis autour d'un cadre de dialogue pour discuter de leur rôle et leurs obligations dans la prévention et la répression de la corruption. Initié par l'Instance nationale de lutte contre la corruption APLUSIA, ce cadre vise à consolider la confiance des citoyens dans l'appareil judiciaire, pilier essentiel de l'État et de droit. Précision TVT. On retrouve des greffiers en chef, des secrétaires de parquet, mais aussi des administrateurs de prison et des surveillants pénitentiaires. Ils sont ici sensibilisés sur leur contribution essentielle à la consolidation de l'éthique professionnelle, de la transparence et de la redevabilité dans le service public de la justice. Cette activité dénote de l'effort continu de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à APLUSIA dans sa mission de prévention et de lutte efficace contre la corruption. Si la lutte contre la corruption est un défi, elle est aussi un combat collectif qui exige la participation active de tous les citoyens et de tous les corps professionnels, tels que celui du secteur judiciaire. Les greffiers et les secrétaires de parquet interviennent au début et à la fin de toute procédure judiciaire. Il s'avère nécessaire que leur contribution soit neutre, transparente et irréprochable pour faciliter l'accès des citoyens au service public de la justice en toute confiance et sérénité. Représentant du pouvoir politique à cet atelier, le ministre de la Justice, de la législation, garde des Sceaux a ressorti la volonté des plus hautes autorités d'inscrire le Togo dans une dynamique d'intégrité et de justice équitable. La réforme de la justice est un pilier fondamental de l'état de droit, de la démocratie et du développement. Je rappelle par exemple la digitalisation des procédures judiciaires avec l'introduction progressive de la gestion électronique des dossiers, du casier judiciaire numérique et d'une meilleure interconnexion des juridictions. Je rappelle également l'amélioration des conditions de travail et de carrière du personnel judiciaire. Nous avons également l'humanisation des conditions de détention avec la rénovation des infrastructures pénitentiaires, la promotion de l'accès aux droits des personnes détenues et le renforcement du contrôle administratif et judiciaire. On peut noter aussi l'institution d'une nouvelle organisation juridictionnelle avec 2 ordres de juridiction. Les échanges s'étendent sur 2 jours et la APLUSIA s'engage à mobiliser davantage la chaîne judiciaire contre la corruption et renforcer leur résilience face aux éventuelles tentations. Toujours à la page nationale, Youth Deliver Lab, un espace d'expression et de valorisation de la jeunesse. Pour sa 3e édition, cet événement a rassemblé plus de 2300 jeunes en présentiel et 1791 en ligne. Cette rencontre vise à mettre en lumière le potentiel des jeunes et à renforcer leur contribution au développement socio-économique tout en leur offrant une plateforme pour faire entendre leur voix. Retrouvons la télévision togolaise. Étudiants, chercheurs, jeunes entrepreneurs, jeunes professionnels, venus des 5 régions économiques du Togo, ils participent à la 3e édition de Youth Delivery Lab. C'est une importance qu'on accorde à la jeunesse. On veut écouter la jeunesse, on veut associer la jeunesse dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Nous tenons encore une fois à exprimer notre profonde gratitude au président du Conseil qui a toujours accompagné cette initiative et toutes les initiatives en faveur de la jeunesse togolaise. La particularité de cette 3e édition, avant même d'aller au dialogue, nous avons fait des panels assez structurés, des experts qui viennent dans un premier temps placer la problématique
expliquer un peu les défis, les opportunités des sous-secteurs que nous voulons aborder, histoire d'éveiller les jeunes qui auront à débattre là-dessus. La rencontre veut valoriser le potentiel de la jeunesse pour le développement. L'édition 2025 a réuni 2300 jeunes en présentiel et 1791 en distanciel. Objectif, proposer des pistes de solutions sur des thématiques d'intérêt et des enjeux d'actualité. Nous avons eu l'opportunité effectivement de partager nos expériences, de parler justement des atouts, du potentiel qui existe. On a rappelé à ces milliers de jeunes que l'agriculture et l'agro-industrie constituent aujourd'hui 40% donc de notre produit intérieur brut et plus de 60% de notre population active qui y est concentrée. Nous avons également rappelé les exigences, je dirais, en termes de compétitivité, de performance, et qui nous amènent à améliorer d'abord la production nationale, à centrer l'essentiel, c'est la disponibilité de la matière première pour pouvoir la transformer et compétir non seulement sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. Ceci est une vraie opportunité d'apprendre auprès des leaders, d'apprendre auprès des aînés et d'apprendre auprès des expérimentés. Ils ont parlé de ce que c'est la jeunesse, des problématiques qui sont les nôtres. Le ministre du Développement à la base de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a exhorté ces jeunes à tirer profit de cette rencontre. Plusieurs autorités administratives ont également répondu présents à ce rendez-vous. Hors du Togo, le Sénégal a connu un ajustement gouvernemental depuis ce week-end, un remaniement ministériel qui a apporté plusieurs changements. Les ministères de la Justice et de l'Intérieur enregistrent de nouveaux visages, tandis qu'un nouveau ministre des Affaires étrangères a été nommé. Suivons plutôt les détails de ce remaniement. Après un an et demi à la tête de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye procède à son premier remaniement ministériel d'envergure. Selon un décret lu à la télévision publique, 3 ministres quittent l'équipe gouvernementale sans être réaffectés. Il s'agit du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui occupait cette fonction depuis l'élection des nouvelles autorités en avril 2024. Il est remplacé par Yassine Fall, précédemment ministre des Affaires étrangères. Reconduit à la primature, Ousmane Sonko a justifié ce changement par la nécessité de réconcilier ce département avec les Sénégalais. En remplacement de Yassine Fall, une nouvelle personnalité fait son entrée au gouvernement, le diplomate Chernian, ancien ambassadeur aux Nations Unies à New York, qui devient donc chef de la diplomatie. À l'intérieur, le général Jean-Baptiste Tine est remplacé par Maître Bamba Cissé, connu pour être l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Et Muntaga Diaw, jusqu'ici ministre du Tourisme et de l'Artisanat, cède sa place à Amadou Ba, le député qui devient ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Que pensent les Sénégalais de ce remaniement? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la nouvelle équipe? Nous avons recueilli quelques réactions dans la rue. La justice, il était là pour tout le monde. Donc si tu n'as pas travaillé, on te dégage pour amener une autre personne. On n'attend rien parce qu'actuellement dans ce pays-là, rien ne marche dans ce pays. Comme le nouveau gouvernement vient de commencer, il faut attendre 2027 ou 2028 et le Sénégal ira bien. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'économique. L'espoir de la jeunesse, c'est fini. Selon Ousmane Sonko, ce nouveau gouvernement de combat devra travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, compte tenu de la situation héritée. Une situation marquée par un déficit budgétaire de 14%, une dette représentant 119% du PIB et un taux de chômage évalué à 20%. Et pour finir, la Russie a lancé une attaque aérienne d'une ampleur inédite en Ukraine. Plus de 800 drones et missiles ont été utilisés. Le siège du gouvernement ukrainien à Kiev a été touché. Bilan, au moins 5 morts. Le point avec TV5 Monde. Le cœur même du pouvoir ukrainien atteint par l'armée russe. C'est la première fois depuis le début du conflit que le siège du gouvernement à Kiev est touché. Le toit et les étages supérieurs ont été endommagés. C'est ce qu'assure la première ministre ukrainienne sur le réseau Telegram. Toujours dans la capitale ukrainienne, à quelques minutes de voiture de là, un épais nuage de fumée s'échappe d'un immense entrepôt. Nous sommes toujours dans la capitale, devant un immeuble d'habitation éventré cette fois.
Les Russes ont envoyé des drones, puis des missiles. C'est malheureusement devenu une routine pour nous. Je dormais quand les explosions ont commencé à 3 h du matin. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'abri, mais quand les explosions ont commencé, nos voisins se sont précipités dedans. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir neutralisé ces dernières 24 heures 747 drones et 4 missiles. Des frappes russes ont été signalées dans plusieurs autres régions, comme ici à Odessa ou encore à Dniepropetrovsk, Zaporijjia et dans la zone frontalière de Soumy. La paix n'a jamais été aussi éloignée des préoccupations de Moscou. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.